Ce colloque que nous organisons entre la Société nationale de protection de la nature et la HPNE, alors la HPNE, je dis quand même ce que cela veut dire, c'est l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Le pour est très important dans ce nom-là. Cette histoire de la protection de la nature et de l'environnement est déjà ancienne, elle est mal connue ou ignorée. Et nous avons créé, et je suis avec Jérôme Fromageau, le fondateur de cette association en 2009. Et en fait, c'est tout naturellement que nous sommes associés avec la SNPN, qui elle est bien plus ancienne, puisque créée en 1854. Tout naturellement donc, nous avons rassemblé nos intérêts et nos missions, la SNPN et cette association sur l'histoire de la protection de la nature, pour justement revoir au travers de ce colloque une grande partie de cette historiographie de la protection de la nature. En fait, l'histoire de la protection de la nature ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier, elle est très ancienne, et ce colloque, ce congrès qui a été organisé en 1923 à Paris au Muséum national d'histoire naturelle, à l'initiative déjà de la SNPN de l'époque et de deux autres associations, la Société de protection des paysages de France, qui est actuellement site et monument, et puis la Ligue française pour la protection des oiseaux, permet justement de revenir sur ce contexte des années 20, donc d'après la Première Guerre mondiale, et nous nous apercevons en relisant les actes de ce congrès, premier congrès international organisé à l'initiative de la France et de personnalités scientifiques françaises, dont un nombre issu de la Société nationale de la protection de la nature et du Muséum national d'histoire naturelle. Donc ce congrès et les actes nous permettent justement de confirmer que cette question de la protection de la nature est déjà très ancienne, puisque là, nous avons un siècle de recul et il n'y a pas beaucoup d'événements en matière de protection de la nature qui remontent justement à un siècle. Ce congrès a réuni plus de 300 personnes venues du monde entier, de tous les continents, alors plutôt des Européens ou des personnes liées à l'Europe, mais néanmoins, tous les continents étaient présents et représentés. Leur souhait, c'était de s'attacher à la défense de la nature. À cette époque, par le mot nature, on entendait aussi bien la faune, la flore, que les paysages, les sites et ce qu'on appelait aussi les monuments naturels. Donc cette grande variété de défenseurs de la nature se sont retrouvés tous ensemble pour évoquer la situation de la nature au début du XXe siècle. Et déjà, à cette époque-là, ils émettaient des inquiétudes extrêmement fortes sur les tendances que prenaient nos sociétés avec le développement de l'industrialisation, de l'agriculture intensive et d'une sorte de modernité technique qui venait abîmer la nature en détruisant les espèces, en fragmentant les milieux et aussi en les artificialisant. Dans ces années 20, un certain nombre de sujets de préoccupation en matière de protection de la nature, préservation des paysages, préservation des espèces, préservation également des poissons, les pollutions, y compris même les pollutions pétrolières, étaient déjà des préoccupations donc d'un certain nombre de personnes qui lançaient d'ores et déjà et qui étaient des alerteurs et qui essayaient de faire comprendre à leurs compatriotes que les questions étaient déjà là. Le souci de la nature comme idée d'une vaste entité distincte des humains est un souci occidental qui apparaît des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Amérique du Nord, autant qu'en Europe, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais qui va prendre des formes différentes
aux États-Unis, donc côté américain et côté européen, au sens où les Américains vont s'occuper de ce qu'ils appellent wilderness, c'est-à-dire d'une nature qu'ils présentent ou qu'ils conçoivent comme une nature dont l'homme est absent, hein, une nature où les processus naturels se développent et où l'homme n'est qu'un visiteur temporaire. Alors qu'en Europe, où il n'y a pas, on peut même pas avoir l'illusion de ce genre de nature, on s'est soucié de la nature, mais on s'est finalement plus soucié des paysages, c'est-à-dire d'une nature transformée par l'homme, mais qui reste une nature, d'une coévolution homme-nature, là aussi dès la deuxième moitié du XIXe siècle, et ça n'est que après la Deuxième Guerre mondiale qu'on va vraiment faire des parcs nationaux un peu sur le modèle américain. Ce qui m'a frappé en le lisant, mais j'en ai pris connaissance beaucoup plus tardivement, c'est l'association des gens qui travaillent dans le domaine culturel et dans le domaine patrimoine naturel, qui remonte un petit peu à la notion qu'avait émise Alexander von Humboldt en 1819, la notion de monument naturel, qui associait la culture, le monument, et le naturel, Naturdenkmal, qui sera repris dans la loi sur les sites et monuments naturels en France. Et donc on retrouve dans la composition des intervenants de ce colloque le mélange des naturalistes de sensu stricto et des gens qui s'intéressent au paysage, qui s'intéressent à la culture. On part de paysages qui sont en réalité appelés monuments naturels parce que ils se calent un petit peu sur les monuments historiques. Ils répondent à ce même besoin qui est un besoin culturel, hein, de protéger des sites qui sont... Alors, on n'emploie pas encore le terme site, mais des monuments naturels qui sont des objets bien définis, bien différenciés, et qui sont des objets qui ont un lien avec la peinture, qui sont peints par des peintres paysagistes. On passera ensuite avec le XXe siècle et notamment l'entre-deux-guerres, à une autre notion qui est celle des sites, même s'il y a une première loi en 1906 qui protège les sites, mais qui sera assez inefficace jusqu'à la loi de 1930, qui est la loi sur les sites d'intérêt historique, esthétique, archéologique, scientifique, etc., où les sites, et non plus cette fois les monuments naturels, sont des portions de territoire beaucoup plus vastes et où justement le terme territoire est important parce que on s'ouvre à des notions plus larges qui sont celles qui commencent à être, je dis bien qui commencent à être celles de la nature telle qu'on l'entend aujourd'hui, avant de passer ensuite essentiellement après la Seconde Guerre mondiale à ce que l'on appelle la préoccupation environnementale. Lors du congrès de 1923, les intérêts touristiques sont relativement présents, à la fois dans les organisateurs et puis même dans les personnalités impliquées. Et ces relations entre la protection de la nature et le tourisme, bien on peut les faire remonter au XIXe siècle. Autour de ces trois courants, finalement, l'inquiétude pour les forêts, la promotion des parcs nationaux et puis l'inquiétude devant l'industrialisation et ses effets sur les paysages, sur la faune et la flore, eh bien, ces intérêts touristiques se coalisent et se retrouvent lors du congrès de 1923. Il faut attendre les rencontres entre scientifiques, donc je dirais dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle, pour que lentement mais sûrement émerge une conscience en faveur de la protection de la nature. Alors dans des domaines très variés, l'océanographie, la zoologie, l'ornithologie bien sûr, la géologie,
les paysages aussi, et ce sont autant de sociétés savantes qui constituent de véritables groupes de pression qui sont à l'origine, en fait, des premiers grands textes qui constituent cette préhistoire, en fait, du droit international de la protection de la nature. Alors, je pense bien sûr à la convention des plus célèbres relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, convention de 1902, qui vise en fait une catégorie spécifique d'insectivores. Et bien sûr, naturellement, sous la houlette de personnalités tout à fait extraordinaires comme Paul Sarrazin ou Raoul de Clermont, se constitue un véritable regroupement, comme je le disais, des milieux scientifiques. Ce congrès, va être à l'origine de la Convention de 1933, qui est un texte tout à fait d'avant-garde, qui s'inspire directement des débats d'ailleurs qui ont eu lieu au sein du congrès de 1923, on est tout à fait frappé à la lecture des dispositifs de la Convention de 1933 sur son côté extrêmement, extrêmement moderne, puisque une partie de la Convention, une partie de quelques articles de la Convention est reprise quasiment à la lettre dans la Convention de Washington, la fameuse Convention CITES de 1973, pardon. On peut donc parler d'une véritable convention d'avant-garde qui sera suivie par l'adoption plus tardivement de la Convention de 1940, Convention de Washington sur les beautés panoramiques. Les puissances coloniales envisagent de pouvoir mondialiser la protection de la nature, grâce à leur position privilégiée dans le monde. En réalité, cette protection de la nature, jusqu'à quasiment aux années 1960, elle reste relativement limitée. Les espaces protégés dans les colonies sont de petite taille, mais les discours abondent et on les retrouve donc en 1923. La place du congrès de 1923 est assez importante, dans la mesure où elle relance la dynamique après la Première Guerre mondiale, où elle appelle à nouveau à l'Organisation internationale de la protection de la nature. C'est difficile, ça ne se réalisera que plus tard, mais on est dans une sorte de filiation avec des personnalités qui, au cours du temps, se retrouvent dans ces différentes étapes ou sont relayées par des collègues ou d'autres personnalités. On a donc une continuité dans laquelle le Congrès prend une place tout à fait significative, même si quelquefois on ne s'en est pas rendu compte. Protéger la nature telle qu'elle avait été pensée, c'était protéger des parcs, des réserves, des endroits où les humains intervenaient très peu, où ils étaient censés peu intervenir, sinon en venant visiter. Par contre, on se rend compte très vite que c'est dans les milieux habités, dans les milieux qui sont fréquentés par les humains et qui sont mis en valeur par les humains, que la biodiversité est le plus menacée. C'est dans les zones agricoles intensives que l'on a de moins en moins d'oiseaux et de chauves-souris, et de moins en moins, bien évidemment, d'insectes. Donc, ça invite à sortir d'une certaine façon des parcs et des réserves, tout en les maintenant, mais à s'intéresser à ce que j'appellerais la nature ordinaire, celle que les hommes fréquentent, usent et dont ils abusent très souvent.